Et bienvenue, je m'appelle Julien Belair, je suis rédacteur en chef du Moniteur. Je suis ravi de vous accompagner pour cette table ronde que nous allons consacrer à la mobilité avec ce thème qui est les agilités au service de l'accessibilité. Alors je laisserai le soin bien évidemment à nos intervenants de définir un petit peu ce qu'ils entendent par agilité. Sachez simplement qu'on va parler de ville agile, on va parler de ville sensible, de ville adaptative. Et puis finalement dans cette ville réinventée, on va regarder de quelle manière on peut appréhender la problématique de l'accessibilité. Alors je vous présente nos intervenants. Je commence tout de suite par mon premier à ma gauche, Monsieur Bruno Marsloff. Bruno, vous êtes sociologue et prospectiviste, fondateur, directeur du think tank Chronos, qui est spécialisé dans la prospective sur les mobilités et la ville, le numérique. Au sein de Chronos, on trouve des opérateurs très variés, transport public, des opérateurs de téléphonie mobile, des constructeurs automobiles aussi, des entités publiques comme le CERTU ou l'Union des transports publics. Vous avez publié de nombreux ouvrages, donc j'en ai retenu plusieurs, notamment pour une mobilité libre et durable en 2009. Et puis vous venez de sortir un livre très intéressant qui est intitulé Sans bureau fixe, où vous réinterrogez un peu la manière dont les nouvelles technologies interagissent avec la vie professionnelle. Alors, à votre gauche, Giuseppe Atoma. Giuseppe, vous êtes architecte de formation. En 1997, vous avez fondé l'agence Atoma à Paris que vous dirigez. C'est une agence qui compte une vingtaine de collaborateurs, qui est spécialisée dans le design de services. Alors vous nous repréciserez un peu ce qu'on entend par design de service. Moi j'ai retenu qu'il y a de l'interaction avec de l'application logicielle, il y a du design d'information avec tout ce qui est signalétique, cartographie, du design d'environnement également. Dans vos clients, on retrouve des grands comme Orange, Schneider Electric, EDF, SNCF. La RATP également, et pour les franciliens qui ont une interface Navigo, sachez que Giuseppe y est un petit peu pour quelque chose. Et je terminerai par une anecdote qui m'a beaucoup plu en visitant votre site internet, parce que j'ai appris que vous étiez basé dans le 11e à Paris, dans un ancien atelier de menuiserie qui a vu décoller en 1783 le premier ballon aérostatique des frères Montgolfier. Je me suis dit que pour quelqu'un qui s'intéresse à la mobilité, c'était assez indiqué. Absolument. Et on termine avec vous, Carlos Moreno. Carlos Moreno, vous êtes professeur d'université, conseiller scientifique du président de Cofeli Ineo, qui est une filiale de GDF Suez. Alors vous avez un parcours à la croisée de très nombreux univers. Vous êtes scientifique de formation, je l'ai dit, mais vous avez fait de la recherche, vous vous êtes tourné très vite vers l'industrie, un fil d'Ariane qui est l'innovation tout le temps. Donc pionnier de la robotique, vous avez en 1998 fondé une start-up qui s'appelle d'ailleurs Synovia, qui est dédiée au contrôle intelligent des systèmes complexes, notamment dans les infrastructures. C'est à cette époque d'ailleurs que vous rentrez de plein pied dans l'industrie, notamment avec justement GDF. Et vous avez beaucoup réfléchi à quoi ressemblera la ville de demain, notamment via un événement que vous organisez qui s'appelle Live in a Living City. On en parlera aussi tout à l'heure. Et nous verrons comment vous envisagez, vous aussi, la problématique de l'accessibilité dans ce cadre. Alors, on va démarrer tout de suite. Bruno Marsloff, je vous laisse la parole, parce que je pense que le premier élément qu'il faut qu'on développe cet après-midi, c'est qu'est-ce qu'on entend par une agilité ? Bonjour. Un tout petit peu de sémantique. On est amené à parler de mobilité et pour essayer de comprendre comment on en arrive de la mobilité à l'agilité ou plus précisément aux agilités. Voilà, plus près. Il faut vraiment parler tout près. Faut pas me contrarier, Giuseppe. Depuis une vingtaine d'années dont je me suis saisi de cette problématique de la mobilité, je vais essayer de les résumer très très rapidement, ces 20 années. Quand j'ai commencé à réfléchir à la mobilité, elle était assimilée, réduite à des enjeux de transport. Elle était réduite à l'objet et avec un objet essentiel, symptôme du XXe siècle, qui est l'automobile et qui représente encore aujourd'hui 80% des kilomètres parcourus en France, en tout cas. Et puis peu à peu, on a vu une espèce de dérive sémantique qui a propulsé le terme de mobile, qui était un qualificatif pour les individus, vers un substantif qui est ce que vous avez tous dans votre poche et qui est ce téléphone qui a connu donc cette dérive sémantique en une douzaine ou une quinzaine d'années, qui de téléphone s'appelle maintenant mobile.
Et de cette mutation très très rapide qui a amené la mobilité à passer d'un objet à un autre objet, en fait, ce n'est pas un passage d'un objet à un autre objet qui s'est passé, c'est la mutation de la mobilité d'un objet aux individus, puisque finalement, ce téléphone mobile, c'est quelque chose qui nous est totalement personnel, qui est totalement customisé. Mon téléphone mobile, je ne peux pas l'échanger avec mon voisin de droite ou celui de gauche, puisqu'il est totalement personnalisé. C'est mon prolongement, j'y dispose d'un certain nombre de fonctionnalités. Et c'est, si on devait résumer, c'est là où tout d'un coup se passe la problématique de l'agilité. Pourquoi ? Parce que cet instrument va nous conférer la possibilité de maîtriser par nous-mêmes nos organisations, avec toutes les limites que l'on connaît, certes, mais on rentre dans quelque chose qui est de l'agilité. D'où ce changement sémantique et ce choix de passer à ce mot-là. Et ce mot-là, il a une petite histoire. C'est qu'il y a 2 ans, on nous a confié une étude publique sur des fonds OSEO pour investiguer le rapport que les travailleurs ont à leurs outils numériques et aux fonctions du numérique. Et quand on a fait cette étude, dont je vous épargnerai tous les tenants et les aboutissants, on a fait une typologie, et dans cette typologie, on a investigué en fait la façon où, quand et avec qui les gens mobilisaient ces terminaux, et quels terminaux et quelles fonctions. Et donc, dans la moulinette de la typologie, il en est ressorti quelque chose d'extrêmement singulier. C'est que ceux qu'on a appelés nos hyperagiles, c'est-à-dire ceux qui étaient le plus dans cette maîtrise de leurs organisations, de leur mobilité et de leur gestion du travail, eh bien, ils avaient à la fois une agilité spatiale, une agilité relationnelle, une agilité temporelle, une capacité de bricolage, le fameux hacking dont on parle dans le domaine du numérique. Et la question, et peut-être est-ce que c'est une question qui peut traverser le débat qu'on aura aujourd'hui, c'est dans quelle mesure est-ce que ces agilités ne sont pas quelque chose que l'on peut réfléchir sous l'angle des accessibilités. Donc voilà un petit peu le thème qu'on avait réfléchi ensemble quand on avait débattu et qui peut peut-être être un nouveau ressort pour la réflexion conceptuelle sur les accessibilités, à un moment où on voit bien qu'on trouve toute une série de limites. La réalisation des objectifs de la loi de 2005. Et on voit bien aujourd'hui qu'on fait le bilan, qu'on rencontre toute une série de difficultés et qui sont essentiellement infrastructurelles. Est-ce qu'en passant de l'infrastructure à la maîtrise par soi-même de ses propres comportements, est-ce qu'on ne trouve pas d'autres issues pour apporter des solutions? Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est dans ce cadre-là, est-ce que ce sont les agilités qui accompagnent le développement de la ville ou la ville qui s'adapte aux agilités ? Il est évident, et certains ont eu la tentation, et nous-mêmes nous en sommes saisis, de parler d'une ville agile. Une ville agile, ça voudrait dire une ville qui soit en mesure de répondre aux agilités des individus. On hérite quand même d'une ville qui est assez rigide, qui a ses rigidités. Les rigidités, c'est l'héritage de l'histoire, c'est l'héritage des infrastructures, c'est l'héritage de tout le dispositif physique qui structure la ville, mais qui la cloisonne, qui l'enferme. Comment peut-on retrouver de l'agilité ? On voit bien que, ne serait-ce que sur l'espace public, aujourd'hui, on est dans une logique de rigidité. On va avoir un espace pour la voiture, un espace réservé au transport collectif, un espace réservé au vélo, etc., etc. On pourrait à la limite imaginer partitionner cet espace. Et c'est là où il faut retrouver de l'agilité. Comment retrouve-t-on de l'agilité ? Donc il y a un double problème, en effet, c'est face à un individu agile, est-ce que la ville peut apporter, se doter d'une certaine forme d'agilité, et laquelle ? On n'en est qu'au tout début de la réflexion, mais peut-être y a-t-il là une voie assez féconde pour trouver des issues. Giuseppe Atoma, les concepts que développe M. Marzloff, dans finalement dans votre métier de designer, ça vous parle ? Disons que, bien sûr, ça me parle. En même temps,
Bon, je suis pour justement pour Parlez bien tout droit dans le Oui, micro merci. parce que pour donner fait un peu beaucoup signe que ça, on nous entend un pas. peu de sens au débat. En fait, nous, dans notre réflexion, notre travail de designer, on mène beaucoup d'études, d'observations, de comportements, d'usage. Donc, on observe ce que réellement les gens, les citoyens font dans la vraie vie. Et en fait, voilà, on en tire comment disais-je, des conclusions qui nous laissent parfois un peu perplexes, dans le sens où voilà, ça me donne envie d'un peu de contester ce terme d'agilité, dans le sens, l'agilité, bon, être agile, c'est une qualité. Donc, dès qu'on évoque en quelque sorte l'agilité, on évoque une vision positive. En fait, on ne peut pas être contre, en quelque sorte. Mais la réalité, c'est que la ville n'est pas agile, en fait, en réalité. Et que chaque gain qu'on obtient parce qu'il y a de nouvelles technologies, de nouveaux services numériques, etc., immédiatement est rattrapé par un nouveau niveau d'exigence, par une distance accrue, par une difficulté, un obstacle, en fait, qui quelque part, paradoxalement, est rendu possible par ce gain d'agilité. Donc, du coup, on est dans une sorte de course permanente, en fait, c'est comme si la ville, par elle-même, était un Moloch, en quelque sorte, qui bouffe et se nourrit, en fait, de l'agilité qu'on gagne à chaque instant. Donc, c'est une sorte de lutte, en quelque sorte. Voilà. Mais comment justement, parce que j'entends tout ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on le vit, on voit bien comment la ville est structurée, on est usager nous-mêmes des services. Bon, moi j'avoue que j'avais pas la sensation de cette course effrénée en avant, le service qui rattrape l'usage et l'usage qui anticipe le service. Mais enfin, comment on fait du coup pour changer ça? C'est-à-dire qu'il faut réinventer la ville. Alors écoutez, oui. Non. Alors, bien sûr, c'est bon. Oui, une fois qu'on a dit ça, bien sûr, on va pas très loin parce que on sait très bien tous que c'est pas si simple que ça. Mais disons que pour nous, un point important, voilà, je dirais qu'en tant que designer, c'est d'amener nos clients, parce qu'en fait, c'est un métier en quelque sorte de prestation, donc qui sont des entreprises, des organisations ou des institutions. En quelque sorte, à casser certains types de croyances, en fait. Hein. Aujourd'hui, dans un monde de croyances, comme quoi, en fait, justement, typiquement, le numérique est magique par définition, donc ça nous rend complètement super puissants et ça permet de lisser un certain nombre d'aspérités, des difficultés qui sont factuelles. Et voilà. Bon, alors ça, c'est vrai en partie, justement, mais pas tout à fait. Donc, c'est tout à fait pas tout à fait, qui est problématique en fait, et qui est facteur d'exclusion. Voilà. Et c'est là-dessus que vous intervenez. C'est là où on cherche d'intervenir, effectivement, avec les moyens effectivement, qu'on a, qui sont souvent très, très justes. Hein. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais effectivement, c'est cette question-là qui nous intéresse particulièrement, oui. Carlos Moreno, votre sentiment sur ce qui vient d'être dit, parce que vous êtes un observateur privilégié, vous connaissez bien toutes ces problématiques de nouvelles technologies et de villes. Vous faites un constat presque aussi pessimiste que M. Marzloff et Atoma sur cette rigidité un peu synergique, enfin pas synergique, de la ville. Merci beaucoup pour l'invitation. Et je vais peut-être poser un peu comme ça. Et on m'a posé la même question hier soir quand je faisais un talk show d'une heure et demie sur une FTV. Est-ce que je suis pessimiste ou aussi optimiste sur ce type de constat? Moi, je dis ni l'un ni l'autre, bien au contraire. Je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase, pour ce qui concerne la ville, dans laquelle la réflexion, elle traverse effectivement, d'une part, les usages et les services d'aujourd'hui et surtout ceux de demain. Donc, je suis tombé dans la marmite, effectivement, des services assez tôt, puisque je considère que dans une démarche où nous souhaitons vraiment réinventer la ville, et je pense qu'on doit oser de le dire, c'est par les usages et les services des demain que la ville peut se réinventer et qu'alors la technologie et les technologies soient mises en service, on va dire, dans ce concept qui m'est cher de Saskia Sassen, donc la grande sociologue américaine, en fait un peu mondiale, qui dit nous devons aujourd'hui la ville à la technologie, c'est-à-dire à mettre au service des citoyens. Mais je dirais que si j'avais à m'exprimer, je poserais plutôt la question de quoi l'agilité est-elle le nom, pour parodier un certain texte qui a été écrit. Et moi, dans ma vision, je parcours le monde, comme vous le savez, du nord au sud et l'est à l'ouest en permanence sur la planète. Et je dirais que je dézoome
cette problématique-là parce que je ne parle plus de la ville en tant que telle. La ville est un objet d'étude, effectivement, un objet conceptuel. Parlez bien tout droit dans le micro. Nous travaillons beaucoup sur la ville en tant qu'objet d'étude, en tant que concept. Mais quand il s'agit de la réalité de la vie de tous les jours, quand on est quelque part, quand on est à Pékin, quand on est à Rio, quand on est à Lagos, quand on est à Kyoto, on ne parle pas de la ville en tant qu'objet d'étude, on parle de ma ville. Et ce que je dis souvent, la ville est avant tout un territoire complexe dans lequel on doit d'abord le contextualiser par son histoire, par son vécu, par sa géographie, par son économie, par sa religion, par tout un tas de facteurs qui interviennent, qui font qu'une ville est différente de l'autre, et même à l'intérieur d'un même État-nation. Donc, je pense que dans cette notion de quoi l'agilité est-elle le nom, il y a cette notion qui m'est chère des villes sensibles et des villes adaptatives. Parce qu'en fait, pour moi, c'est le concept majeur qui Précisez fait que un peu ce que vous entendez par ville sensible, ville adaptative, justement. Ça veut dire que quand j'étais à Hanoï il n'y a pas longtemps, au Congrès mondial de l'aménagement urbain, et on parlait des espaces publics. Mais à Hanoï, les espaces publics, ils n'existent plus puisqu'ils sont colonisés par des centaines de roues, voilà, qui sont en permanence au niveau de la rue, sur le trottoir. On ne peut plus marcher au niveau du trottoir parce que vous avez donc les deux roues qui sont positionnés dans tous les sens, plus à partir de 17h30, parce que les Asiatiques mangent tôt, par les gens qui mangent donc assis sur le trottoir, à côté des deux roues, et certains donc prennent la hachette et ils font les canards, voilà. Parce que ça fait partie d'une certaine tradition. Et on ne peut pas aller leur dire, messieurs, écoutez, dans une vision ethnocentriste de la ville, il faut aller chez vous manger à l'intérieur, dans les salles à manger, et d'ailleurs, ce n'est pas 18h, mais à 20h. Voilà. Et ces espaces sont libérés à partir des 21h30, dans le peu que reste des places de deux roues. Donc, j'ai dit, les discours qu'on a, et je peux vous refaire à Rio ou ailleurs, donc ça signifie que nous devons capter la sensibilité qui dégage la ville. Nous devons capter ces espèces de sensations qui émergent pour que la manière comme on va poser les usages de services dans une démarche de mutation puisse correspondre à quelque chose dans lequel il y aura l'acceptabilité sociale du changement. Ce n'est que comme ça que ça peut changer. Autrement, on va se heurter à des paradigmes socioculturels dont on aura beaucoup plus de mal à les faire évoluer. C'est pour ça que j'ai dit que d'une ville à l'autre, ce n'est pas la ville, c'est ma ville. C'est la ville dans laquelle je dois m'imprégner. Et quand vous êtes aujourd'hui en région parisienne, vous avez un certain contact avec la mobilité. Nous sommes habitués à disposer du métro. Nous avons certaines facilités de déplacement. Et quand nous sommes, donc j'ai parlé avec Patrick qui est là, quand vous êtes par exemple donc, au Japon, la même personne est un handicapé cognitif. Puisque voilà, et c'est marqué d'un caractère qu'il ne comprend pas. Ouais. Et il y a des manières de faire la signalétique, les correspondances qui ne correspondent pas du tout. Et la même personne bien portante, qui est tout à fait normale ici à Paris, en un coup d'avion de 8 heures, c'est un handicapé cognitif. Et il a besoin des outils à ce moment-là, orientés usage et services, pour pouvoir donc se retrouver dans cet environnement-là. C'est ça que j'appelle la ville adaptative. Et la ville adaptative, je dirais, par des flux en mouvement qui font que la manière comme ça s'est construit dans l'intégration n'est pas la même. Après, effectivement, une fois qu'on se fiche dans un espace-temps, une fois qu'on décide qu'on est à Paris, qu'on va réfléchir sur le problème de l'agilité, de la mobilité, on va contextualiser cette ville avec les métros, avec le etc. Et là, on va se poser des questions sur comment rendre plus fluide la ville. Comment on va, de manière systémique, intégrer la qualité de l'air qui est liée à la démarche systématique de la mobilité quand il y a beaucoup de voitures qui circulent, mais qui n'est pas uniquement liée à la mobilité, parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont par-dessus, etc. Et qu'à ce moment-là, on va intégrer la mobilité tout simplement comme un élément dans des espaces de vie. C'est ça qui nous amène à dire que dans un tramway ou dans un métro, un wagon peut devenir une bibliothèque, ou qu'un arrêt, un abribus, ça peut devenir un point de self-repairing, un point dans lequel, voilà, ou ça peut devenir un point de rencontre pour avoir donc des bouquins qui sont posés, que d'autres récupèrent dans une économie d'échange ou de partage ou collaborative. Et c'est ces constructions-là, on va dire, qui me semblent donc émergent aujourd'hui,
quand on est sur ce concept de ville adaptative. Et ce qui fait qu'à l'Oratiu MIT avec le Sensible City, quand il réinvente la roue, mais cette fois-ci la roue qui, elle, peut tourner pour que n'importe quel vélo mécanique devienne un vélo électrique, par exemple, ça fait partie de cette démarche-là. Donc c'est un peu un côté makers, mais plutôt adapté aux conditions où nous sommes. Juste pour finir, je dirais, ce n'est pas tout, parce qu'effectivement, les usages et services avec l'expérience utilisateur, c'est pour moi la clé. La technologie est au service. Nous, Coffelio, j'ai la chance non seulement d'être professeur conceptuel, mais avoir monté une start-up qui était vendue au groupe GDF Suez. Par exemple, au niveau de la technologie au service des usages, nous avons signé avec la RATP, donc en novembre 2013, un contrat avec RATP Dev, un contrat sur toute la France, pour adapter justement le bus urbain et interurbain sur toute la France à l'usage des personnes handicapées visuelles et sonores. Et donc sur toutes les lignes, on est en train de déployer un petit boîtier qui va ramener aux gens la capacité d'essayer pluguer au système d'information et de l'exploitation voyageurs qui va pouvoir les avertir, les personnes handicapées sonores et visuelles, dès l'arrêt de bus, à quel moment, les prochains arrêts de métro, etc. etc. Donc, ça, c'est un exemple. Et j'ai un exemple à l'opposé, parce que là, c'est un grand groupe qui a développé cette technologie. Et une petite start-up que je connais depuis une trentaine d'années, parce que c'est un de mes anciens élèves à Cachan, qui a développé un outil pour des handicapés cognitifs, comme celui dont j'ai parlé à Tokyo, mais pour toute personne PMR. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc les espaces collaboratifs de partage aujourd'hui. C'est un WikiWalk, c'est-à-dire c'est un boîtier, donc avec des silicium embarqués, avec 2 sorties, qui permet donc d'avoir une connectivité sur son téléphone et qui permet de se connecter à un serveur vocal et qui donne des informations de où je suis dans ma ville, quand je suis handicapé, où je peux monter, où je peux passer, quelle boulangerie est ouverte, quelle est fermée. Je peux donner des points d'intérêt et tout ça, c'est des wikis. C'est-à-dire qu'à fur et à mesure que je me déplace, je rentre mes informations vocalement et ça devient une source de connaissances et c'est partagé. Voilà. Donc, je cite un exemple concret, effectivement, de ce que ça peut donner. Deux exemples pour contextualiser, voilà, ma ville. Ça peut servir pour des personnes à mobilité réduite, effectivement, qui ont difficulté à se déplacer. Et ça peut servir, effectivement, quand je suis à Kyoto et que je ne sais pas sortir du métro et que quelqu'un qui est déjà passé par là, dans les serveurs, a les informations qui vont avec. Il y a une question que j'ai envie de vous poser, Bruno Marsloff, c'est finalement, quand je vous entends tous, je me dis, même si on a bien compris, ça va être compliqué de faire évoluer la ville, on a les moyens de le faire. Et on a aussi quelque chose dont tout le monde convient ici, c'est qu'on avait un objectif d'accessibilité à 2015, notamment des espaces publics, dont on sait que on est quand même très en retard, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui fait que d'un coup, parce que j'ai l'impression que le chantier que vous évoquez est encore plus ambitieux que l'accessibilité. Alors, comment on met les deux en rapport finalement ? Comment on embarque finalement l'accessibilité finalement ? On est sur un exercice en effet extrêmement ambitieux et on en a pris, on a construit une feuille de route qui s'inscrivait dans la logique de la ville industrielle et la ville moderne telle qu'elle existait depuis la période industrielle du 19e siècle. C'est-à-dire qu'on se repose sur le principe de l'infrastructure. Bon. Donc on prend l'infrastructure et puis on dit on va faire en sorte que l'infrastructure s'adapte à toutes les accessibilités possibles et imaginables. Et puis très vite on bute sur toute une série d'obstacles qui sont à la fois des obstacles techniques mais surtout des obstacles budgétaires et surtout ça heurte un principe surtout dans cette période de crise, c'est que le coût marginal est extrêmement conséquent et pour des bénéfices qui sont absolument indispensables mais extrêmement réduits. Et donc on se retrouve là devant une impasse quasiment conceptuelle. D'où l'idée, en fait, de se saisir autant que possible de cette permutation qui fait passer la problématique de l'infrastructure vers le service, de l'objet vers l'individu, en disant finalement, en dotant l'individu d'un certain nombre d'intelligence, pour reprendre la terminologie anglo-saxonne, on va permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Mais on voit bien les limites de l'exercice en même temps. Donc, on est encore pleinement dans une logique infrastructurelle. On hérite
de problématiques. Et même si je suis Carlos sur son raisonnement que chaque ville est singulière, chaque ville doit se regarder dans un regard très contextualisé par rapport à sa situation, par rapport à sa culture, par rapport à sa population, il n'empêche que toutes les villes du monde partagent des mêmes problématiques et qu'on les affronte de façon aussi idiote qu'on soit à Lagos, qu'on soit à Sao Paulo ou qu'on soit à Paris. C'est-à-dire que dans tous les cas, pour prendre un exemple très simple, depuis 50 ans qu'on est sur de la massification automobile, on sait bien qu'on est sur des congestions. Et on fait comme si les congestions, elles devaient être là, tous les matins et tous les soirs, au moment du commuting des travailleurs. Et donc, on vit avec. Et là encore, c'est assez intéressant. À un moment, ça ne fonctionne plus. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à Sao Paulo, tout d'un coup, juin 2013, 1 million de personnes descendent dans la rue parce qu'on leur augmente le ticket de transport de 7 centimes, de 7 centimes d'euros. Mais ce n'est pas les 7 centimes d'euros. C'est les 2 heures et demie moyennes de temps passé dans les transports publics tous les jours qui posent véritablement problème. Et c'est la même chose pour les gens qui vont habiter aux périphéries de la région Île-de-France. C'est les gens qui sont dans la périphérie de Lagos et qui veulent aller dans le centre de Lagos. C'est la même chose à Los Angeles, où si on habite dans la périphérie, il faut se lever à 3 heures du matin si on veut être sûr d'arriver à son rendez-vous à 9 heures. Donc là, il y a des problématiques qui sont absolument universelles, quelle que soit la ville. C'est vrai à Kyoto, c'est vrai partout. Et là, il semble qu'on soit sur une espèce de fatalité en disant c'est pas grave. Et finalement, la présidente du Brésil, elle fait comme Nicolas Sarkozy. Elle dit on va mettre 30 milliards comme sur le Grand Paris, et puis on va résoudre le problème. Mais d'abord, le problème, il se pose aujourd'hui, et pas dans les 10 ans ou 20 ans où on obtiendra la solution, si tant est qu'on obtienne la solution, puisqu'on est dans une espèce de fuite en avant. Donc, je pense qu'il y a des problématiques universelles. Et la problématique de l'accessibilité elle-même est universelle. Et on n'a pas encore trouvé véritablement le point d'entrée au point où on puisse prétendre résoudre pour tout le monde et pour toutes les catégories d'accessibilité ces problématiques-là. Et je ne vois pas aujourd'hui qu'on se soit donné les moyens de les résoudre. Certes, commence à exister, et là je m'accorde avec Carlos, cette notion d'adaptivité, elle est en train de rentrer, mais on ne fait pas rentrer cette logique d'adaptabilité aussi facilement dans des générations d'administrateurs de villes qui ont toujours fonctionné sur le régime de l'infrastructure. Donc c'est là où se trouve la vraie difficulté. Et c'est là où se trouve aussi la limite de l'irruption du numérique là-dedans. Le numérique, c'est formidable, mais Giuseppe vient de le dire, ça n'est pas magique. Je veux dire, le numérique, il peut faire des choses absolument insensées, formidables. Encore faut-il qu'on définisse la mission qu'on lui donne. Bien sûr. Si on lui dit « j'ai un problème de congestion », qu'est-ce qu'il va faire? Il va inventer un truc formidable qui s'appelle Waze. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application qui est née il y a 3 ans d'une start-up israélienne qui aujourd'hui est abondée par 60 millions d'abonnés dans le monde, qui instruit, parce qu'on suit votre téléphone mobile, où vous allez fournir des informations par tweet ou par une autre manière. Et donc, ça permet d'informer le trafic. C'est génial, allez-vous me dire. C'est tellement génial que Google dit « Moi, je vais mettre 1 milliard sur la table pour acheter cette petite entreprise de 100 salariés. » Donc, ça, c'est assez impressionnant. Pour autant, on ne fait que traiter le symptôme, c'est-à-dire le contournement de la congestion. On ne traite pas la cause même du problème, qui est la génération de trop de mobilité. Donc, posons-nous les bonnes questions, et à ce moment-là, on pourra recourir au numérique pour apporter les bonnes solutions. Giuseppe, vous êtes souvent, justement, vous, à la place de l'interface entre l'élu, l'édile, le décideur public, dont Bruno Marsloff nous dit qu'il a une solution un peu idiote partout dans le monde, et puis ce qu'il faut, ce vers quoi vous voudriez tendre. Comment on s'y prend pour faire l'interface? Moi, j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit, là, comment tu as formulé la question, c'est-à-dire comment on fait pour embarquer l'accessibilité. Oui. Alors, notre point de vue, c'est qu'il ne faut pas embarquer l'accessibilité, c'est le contraire, c'est-à-dire que
il faut évoluer dans les process de conception des systèmes vers des modèles inclusifs dès le départ, en fait. Et ça, c'est un vrai shift méthodologique et conceptuel qui est très difficile parce que culturellement, nous ne sommes pas formés à penser comme ça. On pense de façon très verticale, en fait. Et penser l'inclusivité signifie penser de façon transversale, déjà, première chose. Donc, décloisonner les métiers, les expertises, etc. Donc ça, on a du mal à le faire. Ça commence à se faire. Ouais. On voit qu'il y a des choses qui bougent dans ce sens-là, mais c'est un vrai challenge parce qu'effectivement, les résistances sont très fortes, en fait. Vous avez des expériences concrètes justement où vous dites ça commence à marcher, vous avez vu sur des projets précis? Certainement, heureusement. Là, j'aimerais citer une mission qu'on vient de commencer pour la Société du Grand Paris qui nous a retenus pour une mission de design des services pour accompagner la conception, la définition du programme des prochaines gares du Grand Paris. Donc Bruno en a parlé. Et effectivement, il y a des questions qu'on peut se poser. Effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'effectivement la fuite en avant de l'infrastructure est la bonne solution? Bon, en même temps, la réponse, quelque part, vu le retard aussi qu'on a accumulé, donc c'est un peu difficile à la poser de façon claire. De toute façon, le projet est là. Voilà, donc il existe. Donc c'est quelque chose qu'on va faire, que ce sera fait, qui va certainement d'ailleurs provoquer encore de l'inflation de mobilité, qui va encore repousser des populations plus loin. Donc voilà, donc avec toute la mécanique qu'on connaît bien historiquement. Bon voilà, donc mais voilà, on observe effectivement qu'il y a un organisme de ce type-là qui commence à se poser la question de dire oui d'accord, mais l'usager là-dedans, est-ce qu'on ne peut pas le consulter ou s'en intéresser avant de définir les programmes des gares et pas après? Déjà, c'est pas mal ça de faire effectivement de Voilà. prendre le problème avant. Donc, et avant. concrètement, En même temps, c'est déjà très donc bien. vous intervenez en conseil de l'architecte en chef là qui fait les gares. Comment Alors, ça se passe? pas tout à fait. En fait, nous, on intervient en assistance, en maîtrise d'ouvrage de l'équipe l'unité gare de la SGP. Tout ça se fait en parallèle. Donc, par ailleurs, la question de l'agilité là est intéressante parce qu'en fait, pour des raisons de contraintes de planning de cet énorme projet, de fait, la SGP, en quelque sorte de contrainte, a inventé une sorte de méthode agile dans un domaine qui n'est pas agile du tout. Donc, bon, c'est assez cocasse, mais c'est exactement ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire que tout le monde travaille plus ou moins en parallèle, just in time, c'est-à-dire qu'à un moment donné, chacun est censé livrer en quelque sorte une brique de connaissances de façon à temps pour qu'elle soit exploitable par le praticien qui vient après. En même temps, les échos que j'ai eus, c'est plutôt accueilli favorablement cette façon justement d'essayer de mener les choses en parallèle plutôt qu'en séquentiel. C'est quelque chose de réellement innovant. Voilà, pour une fois, effectivement, on peut dire voilà, il y a effectivement une démarche qui est innovante en tant que démarche. Donc, on verra si derrière les solutions effectivement le seront tout autant. Aujourd'hui, c'est tôt pour le dire. Mais voilà, personnellement, ça me laisse en fait un certain type de... Voilà, je peux dire que je ne suis pas pessimiste, d'ailleurs, je tiens à le dire. Mais justement, je pense que le point de départ, c'est bien cette question, je l'aurais dit, de changer d'approche, justement de dire que l'accessibilité, ce n'est pas quelque chose qu'on doit à un moment donné embarquer un peu à reculons parce que c'est toujours un peu complexe, c'est des coûts supplémentaires, c'est compliqué et ça nous enquiquine. C'est bien le contraire, il faut penser effectivement de façon inclusive et ce qui est profitable pour tout le monde. Ça, c'est une certitude. Et justement, quand vous êtes comme ça en assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est quand même observateur privilégié de ce que font vos collègues qui sont plutôt eux, designers de maîtrise d'œuvre. Vous diriez qu'ils sont... quel degré de maturité ils sont? Par exemple, quand vous regardez les premières esquisses pour les gares du Grand Paris, vous dites, bon, c'est bon, on voit que c'est intégré, ou au contraire, il y a encore du boulot? Disons, premièrement, ce qui est certainement intégré, c'est tout ce qui est de l'ordre de la réglementation, bien sûr. Là, c'est le passage obligé, ce que vous disiez tout à l'heure. C'est le passage obligé, tant mieux. Ok, ça c'est au moins c'est acquis. Après, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me surprend. Par exemple, je le dis, mais ça c'est pas
tout une critique, mais c'est plutôt une illustration en fait, de ce que je disais par rapport à cette question de changer de point de vue. Et ça, c'est une belle illustration, une métaphore très concrète. Voilà, justement, les architectes présentent des esquisses de gare avec toujours une sorte de cinématique de scénarisation assez classique. Donc, on arrive de la gare par le parvis, on regarde le bâtiment de la gare, on rentre, on traverse en ligne de contrôle, on descend des escalators et on arrive au quai. Très bien. Il n'y a aucune image que j'ai vue dans laquelle en fait le point de vue est le contraire, dans laquelle en fait on postule que l'accès est le quai, ce qui est en réalité le cas aussi. Donc en fait, Oui, les gens arrivent au moins autant par le quai que par le parvis. Exactement. Mais ça, c'est intéressant en fait, parce qu'évidemment on dit, en fait, on est un peu aveugle en fait quelque part par rapport à des sortes de points de vue un peu guidés, à des exercices de style en quelque sorte, qui de fait en réalité finissent par contraindre la pensée et par limiter la pensée. Carlos Moreno, vous vouliez réagir, j'ai vu tout à l'heure. Oui, non, mais c'est absolument passionnant, donc les propos tenus par aussi bien Bruno que Giuseppe. Je voulais en fait, m'inscrire dans la démarche en disant que la principale difficulté, à mon sens, quand on parle de cette notion d'agilité ou de mobilité avec on va dire des invariants qu'on retrouve dans chaque ville, mais je trouve qu'effectivement, ils répondent à des logiques qui sont locales dans un certain contexte. Il y a quand même une démarche qui est la culture de l'usage social. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas transformé d'une manière plus en profondeur la culture de l'usage social, de l'appropriation de son temps également, et de l'envie de la possession, et on reste sur des paradigmes qui sont, je dirais, très classiques, infrastructure, mon véhicule, je m'approprie de mon temps, donc je dois partir. Dans le micro. Donc quand j'ai dit l'usage social, c'est donc, voilà, je dois m'élever à telle heure, je dois partir à telle heure, donc tout le monde se retrouve à la même heure. Mais en plus, quand on a cette logique de la possession, donc je prends ma voiture, parce que ma voiture est un symbole des rôles sociaux, des niveaux sociaux. On le voit dans les pays émergents surtout. À Rio, il y a beaucoup de bagnoles, parce que tout simplement, il faut avoir une bagnole, parce qu'avant, on était pauvres. Ouais. Et quand vous visitez, par exemple, donc, de lieux de production et à São Paulo, qui est une ville très industrielle, c'est assez... Rien que la photo du parking vous dit tout. Parce que vous avez donc le vélo, vous avez le moto, vous avez les trois rues, et ensuite vous avez les petites voitures, et après vous avez les grosses bagnoles. Voilà. Donc j'ai dit, c'est une question de la culture de l'usage social par rapport à la manière comme les gens s'approprient de leur temps et de l'envie de posséder. Et j'ai écouté Bruno quand il parlait de São Paulo, qui est une ville que je connais bien, c'est une ville très industrielle. Et les émeutes qui se sont produites, il y a 3 éléments qui sont intéressants à tenir compte dans mon raisonnement. Il y a celui que tu cites effectivement, parce que São Paulo donc, représente 12 millions d'habitants, c'est une mégalopole, 25% du PIB de l'ensemble du Brésil, parce que c'est la ville, ils disent, à São Paulo on travaille, à Rio on fait la fête. Ouais. Donc une population des travailleurs importante. Et ce qui a déclenché les émeutes, j'ai créé un article dans mon blog qui est toujours visible, il faut juste aller taper São Paulo, on le retrouve, c'est qu'il y a eu une augmentation effectivement infime, hein, c'était pas grand-chose, mais il y a eu 2 éléments majeurs qui ont fait que l'étincelle s'est produise et que la ville donc, soit partie en mode émeute. Le premier, c'est que les gens étaient sérieusement agacés par les balais d'hélicoptères qui survolent la ville pour déposer les cadres dirigeants des niveaux donc N-3, N-2 et N1 sur le toit héliport qui sont devenus légion au centre de São Paulo. Et moi, je l'ai vécu quand vous êtes à São Paulo, effectivement, et que vous voyez qu'il y a à peine 5 lignes de métro pour 12 millions d'habitants et que la population industrielle, avec un mode de production qui est celui encore taïlorien, signifie que les gens ils se lèvent à 5 h du matin, qu'ils commencent tous à 8 h, qu'ensuite à midi il y a la pause avec des lunch box et qu'après ils reprennent jusqu'à 17 h parce qu'ils terminent tôt, etc. Et donc c'est ce que j'ai dit, c'est manque d'appropriation de son temps, cette rigidité, cette manque d'appropriation de son espace, parce qu'on va à cette usine taylorienne et avec ces symboles sociaux qui sont le parking en tant que tel. Et que de l'autre côté, il y a les balais d'hélicoptères qui passent à 7 h, à 8 h, à 9 h, à 10 h. Et on sait, en fonction de l'heure, quels sont les cadres qui fonctionnent en quelque sorte. Deuxième élément. Et le troisième élément, c'est qu'en même temps, donc, Dilma Rousseff a signé un gros chèque pour rattraper les temps perdus
pour les infrastructures sportives de Ouais. la Coupe de foot du mois de juin. Donc elle venait de signer un gros chèque pour les 28 centres dont il y en avait la moitié qui étaient en retard. Et c'est ce troisième élément qui a mis le feu aux poudres. Parce que là, ils se sont dit, comment ça se fait que 7%, on s'étable les balais hélicoptères, ça veut dire un, et en plus, Et on pour- vient de signer un chèque, etc. Et donc, j'ai dit, c'est cette notion d'usage social, d'exclusion sociale ou de non-inclusivité sociale, sans alternative, qui fait que ça se produise. Maintenant, je prends un exemple d'inclusion sociale, j'en ai plusieurs, mais je prends la ville de Medellín, donc, où il y aura le prochain Forum mondial urbain, d'ailleurs, du 7 au 11 avril, des UN Habitat. Quand vous voyez la manière comme la mobilité a été gérée dans cette ville, avec ce concept-là de l'usage social qui hack la technologie. Nous sommes habitués tous au téléphérique Poma qui nous amène à faire du ski et à bronzer voilà, pour les beaux soleils d'hiver. Et bien là-bas, c'est un instrument puissant de mobilité aérienne qui a permis de construire non seulement un lieu de mobilité, mais des espaces territoriaux d'inclusion sociale. C'est-à-dire que vous avez des lignes de câbles aériens avec ces correspondances. Chaque correspondance est un lieu de vie. Et autour de lieux de correspondance, il y a eu des usages des services qui ont été désignés par un certain nombre de designers des services, etc., qui ont pensé usage, donc ce que tu disais tout à l'heure. Ils sont allés consulter la population, ils ont créé des comités qui s'appellent le comité blanc, où les gens se réunissent, et qui donnent lieu à des écoles, à des bibliothèques avec des vrais livres, avec des bibliothèques sans livres, avec des bibliothèques sans livres, mais également avec des hangouts pour déconnecter. Ils ont mis en place des concours d'architectes orientés architecture déconstructiviste, à la manière des guéris. Donc vous voyez, dans des zones des favelas autrefois, ou extrêmement dangereuses, des bâtiments un peu à la Bilbao, à la Guerin, donc complètement déconstruits, etc., etc. Et il y a eu quelque chose qui me paraît essentiel dans mon raisonnement, qui est l'identification des citoyens socialement avec son territoire. C'est ce que j'appelle la contextualisation. Et quand cette identification de citoyens socialement avec son territoire s'est produite, là, il y a un cercle vertueux parce que les gens, ils aiment leur ville. Ils sont heureux dans leur ville. Et ils mettent donc leur espace de vie au service de cette ville. Et là, ça s'enclenche, je dirais, d'une autre manière. Et le cas de Medellín, qui a reçu le prix de la ville la plus vivante au monde par le Wall Street Journal donc en 2012, il s'est produit ça. C'était une ville dangereuse et impossible d'y aller. C'était une ville de mafia, etc. aujourd'hui. Et donc, tous ces lieux, aujourd'hui, il y a un tel sentiment d'appartenance socialement territoriale à ces lieux qui fait que c'est l'habitant lui-même qui devient moteur ressource d'innovation sociale et pour lequel, après, effectivement, il faut que l'argent soit au rendez-vous pour que les infrastructures, je suis d'accord avec Bruno, ne restent pas dans des paradigmes, je dirais, occidentaux, où voilà, tout le monde a le métro, tout le monde travaille, donc il faut que j'ai mon travail le métro. Et c'est pour ça que des ruptures technologiques comme le métro câble ou d'autres, Ouais. ou est-ce qu'on appelle tout simplement la signalétique adaptative en temps réel. C'est-à-dire que je m'engage à telle heure dans cette voie, et en fonction du contexte, donc, il est dans un certain sens. Et une heure après, l'essence a changé. Parce que ça permet de rendre la fluidité. Voilà. Donc on sort, je dirais, du paradigme. Voilà, le boulevard Haussmann, il est toujours comme ça. Et voilà, les grands axes rouges, il est toujours comme ça. Et surtout. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a quelque part une réappropriation de l'usage social et territorial de l'espace public et de l'espace privé en quelque sorte pour que ça se matche. L'interface marche. Voilà, marche. Ouais, ouais. dans nos interfaces. Très près de nous à Barcelone, c'est ce qui se passe. Donc je vous invite, c'est magnifique. Tous ces espaces déconstruits avec des points de passage dans le métro. C'est un lieu privé, mais il est ouvert de partout. Donc c'est un lieu public. Donc du coup, les gens, ils ne sont pas tous au même coin en train d'attendre. Ce qu'il fallait faire à la multitude qui se gêne entre elles. Les gens donc sont un peu diffus. Ouais. Et dès qu'on a un peu d'air autour de soi de plus d'un mètre, à ce moment-là, on est content parce qu'on ne se sent pas étouffé par la ville. Vous voyez ? Oui, oui. C'est ça que j'appelle l'usage socio-territorial par l'appropriation de moi, ma ville, et je suis content. Lagos, c'est le contre-exemple, parce que là, il ne s'appelle pas les bouchons, il s'appelle des go slow, parce qu'il y a un tel bordel qui maintenant est complètement, je dirais, Bouché. dans l'ADN, Ouais. qui fait que cette ville est devenue la première ville en Afrique et une de première au monde à avoir les taux les plus importants de commerce électronique et d'usage du NFC pour les courses. Et les gens sont passés de l'achat de la laitue
aux petits producteurs qui étaient avant ou en autosuffisance, ils sont passés au commerce électronique par NFC, etc. Et les plus importantes levées des fonds qu'il y a aujourd'hui en Afrique, les pays avec la croissance en termes de nouvelles technologies la plus importante, c'est celle de Lagos, à cause de l'immobilité, du go slow. Et les infrastructures dont Orange bénéficie avec des gros contrats qu'il passe aujourd'hui, parce que de l'autre côté, il y a une appropriation socioculturelle de Lagos par la diaspora nigérienne du Lagos, qui est anglophone, une certaine élite qui s'est formée par ailleurs et qui est venue et qui a dit, écoutez les gars, il faut que On change revoie de le modèle. problème. Ouais. Voilà. Et donc c'est ça ce que j'appelle l'hybridation sociale ubiquitaire, l'hybridation sociale numérique, et dans lesquelles vraiment des lieux comme ça qui sont invivables, donc on peut pas se déplacer à Lagos, Ça, s'adaptent voilà. pour hacker la technologie et les mettre au service. Voilà. Et aujourd'hui, le fonds d'investissement se rue sur le Niger et sur le Lagos pour leur donner de l'argent. En sachant qu'à l'horizon de 10-15 ans, bon, le Nigeria, ça sera la 5e ou 6e, le 5e ou 6e pays le plus peuplé de la planète, parce qu'ils vont aller vers 300 ou 400 millions d'habitants dans un bordel pareil. Mais c'est leur bordel, Ouais. et ils vivent avec. Oui, complètement. Donc, nous, on ne supporte pas. Moi, personnellement, je ne veux pas. Mais eux, ils vivent comme ça depuis qu'ils sont nés. Donc, c'est là que je dis la contextualisation est importante parce que ça produit des mécanismes adaptatifs. Et ça, c'est ce que nous apprend les sciences de la complexité, la théorie de la complexité et les sciences du vivant. Comme n'importe quelle personne, quand elle souffre un handicap, il y en a beaucoup puisqu'on est dans les salons, et donc on génère d'autres réflexes d'adaptativité pour que on vive avec ça, pour se construire quelque chose de différent qui n'était pas comme avant, mais qui permet quand même de s'adapter. Bruno et après Giuseppe. Je souscris totalement au message optimiste de Carlos sur cette inclusivité et la capacité qui est désormais offerte de trouver de nouvelles solutions. Et en même temps, aujourd'hui, il y a encore une véritable difficulté d'intégration des problématiques classiques, en tout cas entendues de manière classique, et puis ce qui relève du numérique. Oui, Témoin d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui sur le Grand Paris dont vient de parler Giuseppe, puisqu'ils ont lancé un appel d'offres sur les services classiques. Parlez bien dans le micro. Ils en proposent un sur les services numériques. Alors j'espère que le hub que formera la SGP fera communiquer et qu'il y aura des passerelles très fortes entre les deux. Donc, mais clairement, il y a nécessairement un dialogue à opérer entre ce monde du numérique et tous les bénéfices qu'il peut apporter et les démarches classiques telles qu'elles existent. Mais je voulais revenir sur le début du propos de Carlos parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. On ne s'appelle pas Chronos pour rien. Et la problématique du temps, nous, on s'en est saisi très très tôt. Et il me semble qu'en effet, là, Carlos pointe quelque chose de crucial. Le nœud de la problématique de l'agilité, il se trouve bien évidemment du côté du temps. Exactement. Et aujourd'hui, on est peut-être dans l'entre-deux, entre un univers fordiste, puisque ce qui a été théorisé par Taylor au début du siècle dernier, il y a exactement un siècle, juste avant la Première Guerre mondiale, qui est donc la théorie de la productivité et qui a créé le monde du travail avec les rigidités, les cloisonnements, la récurrence, le dispositif collectif qu'on a caricaturé sous la formule de métro boulot dodo. Mais quelque part, derrière ce métro boulot dodo, on est bien dans je suis dans le monde de chez moi, ou je suis dans le monde du travail, et entre ou les je deux, suis dans le monde de la sociabilité, ouais, dans le monde de la ville, mais il n'y a pas de porosité entre ces mondes-là. Et puis, on a glissé, et c'est l'univers du travail qui a fait ça, on glisse progressivement dans un autre univers de productivité qui s'adosse à de la flexibilité. C'est bien du temps qu'on joue. bien sûr. Et aujourd'hui, on est schizophrène, ou en tout cas l'employeur est schizophrène et renvoie son salarié à la schizophrénie, puisque quelque part il lui dit « je serais bien content de te voir à 9h du matin, mais ce serait pas idiot que tu bosses ce week-end ou ce soir ».
Donc, on veut avoir le beurre, l'argent du beurre, et à la fin, un salarié qui va être épuisé. Donc, on est à ce moment difficile où il va falloir qu'on fasse des choix, où l'entreprise doit comprendre que son intérêt, la puissance de la capacité, de la créativité, du capital qui peut obtenir de la personne qui va travailler, elle va être dans une nouvelle régulation. Mais il faut que cette régulation, qui renvoie à son autonomie de comportement, qui renvoie à ce mot qu'on a été chercher chez les Anglais parce qu'on n'a pas véritablement la traduction qui est l'empowerment, qu'on va traduire par capacitation ou mise en capacité, comme vous voulez. Mais tout d'un coup, on renvoie quand même bien à une responsabilité de l'individu. Et grosso modo, c'est à la fois, je reste dans les rigidités, mais il faut que tu sois flexible. Donc, on voit bien que la problématique est une problématique du temps. Alors, on peut en voir les bons côtés, qui est ce que Carlos appelle la maîtrise de soi-même, par soi-même, de son propre temps. Quelque part, je résume ce propos, mais et qui est quelque chose qu'on a vu très tôt. Quand on a vu arriver les premiers téléphones mobiles, quand les opérateurs de téléphonie mobile sont arrivés, qui visaient ? Ils visaient les road warriors, c'est-à-dire les travailleurs nomades, les représentants, ceux qui étaient amenés à se déplacer. Ils n'avaient pas imaginé que l'essentiel du marché, c'était la maman qui devait arriver à gérer la désynchronisation entre des horaires fixes de la crèche ou de l'école et les horaires flexibles de son patron qui lui dit « Tiens, ce serait bien que tu termines ce dossier et que tu partiras 1 heure plus tard. » Comment je régis ce différentiel ? Nous, on est sociologues, c'est de là qu'on part. C'est de ces difficultés. Et pour ne pas perdre de vue ce qui est quand même le thème de cette séance, les problématiques d'accessibilité, je pense que c'est en résolvant ces questions qu'on résoudra aussi les problématiques d'accessibilité. Giuseppe, justement par rapport à... Je rebondis sur ce que vient de dire Bruno sur finalement l'évolutivité des technologies, la vitesse à laquelle elles évoluent. Et souvent, aujourd'hui quand même l'Internet, c'est ça, c'est... On met sur la place une techno et les usages, on ne les anticipe pas. Pour autant, vous réfléchissez à des horizons 10, 20, 30 ans. Comment on fait justement pour faire en sorte que la techno qu'on va embarquer ne devienne pas bloquante ? Moi, j'ai un exemple tout bête, c'est qu'à un moment, on n'arrêtait pas de parler de WiMAX. On verrait du WiMAX partout. Résultat, du WiMAX, moi, j'en vois nulle part. Donc, il y a quand même un moment où on se dit, il y a des orientations, mais comment on fait pour être sûr qu'on garde notre capacité à s'adapter ? Alors ça c'est une question qui en fait il n'y en a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de réponse simplement. C'est-à-dire que on ne sait pas penser. Une question très simple par rapport, je reviens à la question du Grand Paris, ça me semble un bon exemple pour ce débat. Donc voilà, l'horizon auquel on se positionne, c'est 2020 pour la première mise en service de la ligne 15 et jusqu'à 2030 voire 35. Donc voilà, on voit bien l'échelle temporelle. Alors regardons ça, regardons par rapport au passé. L'iPhone a été lancé en 2007. Oui. Donc il y a 7 ans. Donc voilà, on ne va pas épiloguer sur ça. Tout le monde, chacun comprend qu'est-ce que ça a amené en fait cette innovation technologique d'usage majeur. Et qu'est-ce que ça a permis justement en termes, pour revenir à utiliser les mots de Bruno, empowerment, en termes vraiment de autonomisation des usagers. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Alors une réponse, c'est de dire, voilà, commençons à identifier quelles sont certaines invariantes, parce qu'on reste de toute façon des êtres humains. Les êtres humains, contrairement à un certain type de vague croyance diffuse, il n'a pas évolué. En fait, il n'évolue pas. C'est-à-dire, notre cerveau, il n'évolue pas. En fait, au moment historiquement, on est les mêmes de la grotte de Lascaux. Après, effectivement, on est très bon, et ça, je pense que c'est très bien, pour inventer des prothèses, pour inventer des augmentations, en quelque sorte, qui nous permettent effectivement d'être plus performants et tout ce qu'on sait. Mais nos capacités cognitives sont toujours les mêmes, donc on est toujours dans le fond de notre grotte, en quelque sorte. On a toujours la même anxiété, c'est-à-dire quand on est en situation de mobilité, on sait que vaguement, c'est pas très confortable. Donc il y a des besoins fondamentaux. Donc est-ce que c'est en fait adresser cette anxiété de déplacement ? Qu'est-ce que c'est
adresser le sentiment d'insécurité. Hein. Voilà, donc là, on est dans des questions qui sont extrêmement profondes, basiques, fondamentales, qui, elles, ne sont pas susceptibles de varier. Donc par rapport à ça, on peut construire une première sorte d'architecture, une première matrice, en quelque sorte, un socle de couches servicielles, qui de toute façon, il faut que ce soit là, de toute façon. Par exemple, simplement, une chose très bête, la présence humaine, quand même. Voilà. Donc il faut prévoir, effectivement, que ces choses-là existent. Alors, par cette méthode-là, on se dit très bien, on peut commencer à imaginer qu'est-ce que c'est l'empreinte, qu'est-ce que sera l'empreinte du service dans le bâti, parce que ça, il faut le décider maintenant. Voilà. Après, on sait qu'il y a une peau numérique qui, elle, va muter d'une façon complètement inconnue et imprévisible. Donc, première chose, ce sont d'imaginer des systèmes, des espaces, des volumes qui puissent effectivement accueillir des peaux mutantes dont on ne connaît pas la nature. L'exercice, on peut l'imaginer, c'est pas simple. Oui, c'est clair. Carlos? Oui, je voudrais introduire une composante et je fais un clin d'œil à Bruno parce qu'effectivement Chronos nous rappelle donc la mythologie avec le dieu du temps, mais également de la destinée. Et il était marié avec Ananké, qui était la déesse de la nécessité et de la fatalité. Et c'était à l'origine de la création du chaos et de l'enfer. Beau programme. Donc, Vaste programme. j'ai rebondi là-dessus parce que à côté du temps chronologique, chez les Grecs, donc avec Chronos, il existe un autre temps qui s'appelle les kairos. Voilà. Donc chez les Grecs, chez les Latins, c'est opportunitas, d'où vient le mot opportunité. Le fève qui est aveugle, qui passe devant nous avec une longue mèche et qu'on attrape ou qu'on n'attrape pas. C'est pour ça qu'on dit saisir une opportunité. Parce que c'est les fèves qui passent devant nous et quand on les prend, alors ils nous amènent ailleurs. Et c'est la manière, effectivement, d'éviter et d'échapper à la fatalité représentée par Ananké, l'épouse de Chronos. Et je pense que cette démarche du mariage de Chronos et de Kairos, appliquée donc à la conception des usages et services de nos villes, pour moi, ça a toujours été un point important. Quand on travaille sur les sciences de la complexité, on a deux vecteurs que nous devons en permanence gérer. Donc, ce qu'on appelle la nécessité et les hasards, le besoin et les aléas. Voilà. Et donc, quand on se positionne sur cette problématique de l'accessibilité, quel qu'elle soit à l'endroit, la planification que nous pouvons faire à tout instant, elle peut être mise en pièces, tout simplement, donc par les hasards, par l'aléa, et ça survient en permanence. Et encore plus dans une situation qui est forcément anxiogène, qui est le fait de se déplacer. Je connais rarement sur la planète des moyens pour se déplacer pour lesquels il n'y a pas une certaine situation anxiogène. Même quand on fait des skis, regardez maintenant avec l'accident des chevilles, etc. Je me dis, oh là là, je vais dévaler là. Mais, donc, il me semble que cette composante, les technocrates, je dirais, à vision eurocentrique, ont tendance à oublier. Et finalement, ça me ramène toujours à ce que je dis, l'acceptabilité sociale de l'usage pour proposer des alternatives. Parce que je connais de métro câbles dans certaines villes pour lesquelles personne n'est pas monté. Parce que les gens, ils avaient la trouille d'être en hauteur par rapport à sa ville. Donc, je peux vous amener à Quito, qui est une ville qui travaille énormément sur la mobilité. J'étais il n'y a pas longtemps invité à une conférence latino-américaine. Et il y a un métro-câble qui monte de Quito jusqu'à quasiment 4000 mètres. Et ben, c'est vide, il n'y a personne, parce que tout le monde a la trouille, mais si jamais il m'a tué le temps, etc. Et pourtant, vous avez donc sur Quito, qui est une ville très étroite, parce qu'elle obéit à une géographie particulière, elle est enclavée entre des montagnes qui montent quasiment à 4000, il y a une grande vallée, et les Espagnols, quand ils ont construit la ville, ils ont eu la très bonne idée de faire une ville en longueur, comme ça, avec uniquement donc, 2 voies de circulation. Donc, et c'est ce qu'ils ont hérité. Voilà, c'est les infrastructures dont tu parlais tout à l'heure, et les jeunes vivent avec ça. Donc si on veut le bypasser, c'est difficile de les bypasser, donc il faut prendre les airs, mais les gens ont la trouille de tomber. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit, après, il faut qu'on soit capable de construire avec cette composante le kairos, l'opportunité, pour amener effectivement, ou alors des nouvelles mobilités, ou alors tout simplement de nouveaux usages, en changeant les paradigmes propres de moi, mon espace et mon temps. Et aujourd'hui, donc, je discute avec le patron de la voirie de la mobilité de Quito, qui est un francophile, parfaitement francophone, et un élève de l'école de la complexité française d'Edgar Morin. Et il m'a dit, écoute Carlos, on va réfléchir à ce moment-là pour proposer d'autres paradigmes, non pas en termes de mobilité, mais en termes d'utilisation du temps. On va parler avec les patrons. On va essayer de regarder
donc pour réaménager les espaces de travail. On va développer, donc, c'est pas tellement le coworking comme le lieu de travail, mais les espaces sociaux où les gens qui ne travaillent pas viennent quand même à faire de l'inclusion sociale pour apprendre à travailler. Parce que c'est des villes dans lesquelles il y a des chômages de 15 à 20%, qui est une source anxiogène de la mobilité, parce que c'est eux qui vont être des pickpockets qu'on va trouver partout, qui fait que les gens soient comme ça, voilà. Et ça s'enchaîne. Ouais. Vous voyez, et donc après, les gens disent, mais je ne sors pas les soirs parce qu'on va me piquer mes affaires. Donc du coup, tout le monde sort entre 16 et 17h30, parce que la nuit tombe à 18h. Ouais. Et à 18h, on a envie, les gens ils ont peur de se faire piquer. Donc vous avez trouvé des pics d'immobilité dans des contextes socioculturels. Si les gens n'avaient pas peur de se faire piquer leur portefeuille ou autre, ils pourraient être fluides jusqu'à 20h. Mais la nuit, ils tombent à 18h parce que c'est le tropique. Vous voyez, donc bon, ça c'est un cas que mais je peux vous le faire où vous voulez. Donc, on a bien compris que vous étiez un vrai voyageur. Je dis, il y a cette problématique, je dirais, du chronos, du temps, mais sans oublier un enquête avec la nécessité et la fatalité, parce que là, effectivement, c'est vu comme une fatalité. Je dois aller à telle heure, je dois me placer, je n'ai pas le choix. Mon patron m'a engueulé. Si je ne reste pas jusqu'à tard, mon Renault ne va pas me laisser rentrer, donc il faut que je fasse ça, etc. Voilà. Mais également les kairos, c'est-à-dire quelles opportunités, c'est ce que j'appelle la ville agile, nous pouvons construire, et pour lesquels, et c'est les points que je n'ai pas rajoutés tout à l'heure et je vais dire maintenant, rien ne peut se faire si on ne change pas non plus les méthodes et la manière de gouverner, la gouvernance. Tant qu'on ne s'attaque pas au plan de gouvernance avec nos élus, parce qu'on peut parler de ma ville, de la ville, mais que ça passe quand même par un maire, par un conseil municipal, voilà. Et quand on a le millefeuille administratif pour quitter Quito et regagner Paris, les millefeuilles administratifs, rien qu'en termes de transport, etc., on peut se lever tôt pour que la ligne A du RER, qui nous amène jusqu'ici, la ligne la plus fréquentée en Europe, 1 million d'habitants, allons regarder comment faire de la systémique là-dedans pour que ça se décale de 20 minutes. Là, ça devient plus compliqué parce qu'il y a un problème de gouvernance. Et tant qu'en France, on reste dans un système de gouvernance extrêmement contrainte, on a beaucoup plus du mal parce que les initiatives sont du coup plus parcellaires. Donc les kairos, ils ne passent pas tous les jours à Paris. C'est clair. Bruno, je vous donne la parole. Je voudrais qu'on termine, si vous voulez bien, sur justement une vision. Moi, j'ai l'impression que, au travers du témoignage de Carlos, qu'il se passe plein de choses, mais pas en France. Et je voudrais savoir si nous, on est aussi mauvais que ça. Non, je ne vais pas parler. Évidemment qu'il se passe des choses en France. J'étais hier soir dans un forum de la SNCF et j'avais à côté de moi Bénédicte Tilloy, qui est directrice du Transilien. La pauvre, elle a affaire à un exercice extrêmement difficile, avec un réseau qui n'a pas été entretenu pendant des décennies et qu'on sollicite de plus en plus, puisqu'on est dans une inflation de la demande de déplacement. En permanence. Et précisons, de déplacement subis. Hein. C'est pas pour aller faire la fête, c'est pas pour aller au cinéma, c'est pour aller au boulot. Et à chaque fois, on est dans un écartèlement domicile-travail qui ne cesse de croître. Et pour résumer le propos, sa difficulté est une vraie difficulté temporelle, qui est celle de gérer des points de trafic où son réseau est occupé à 200% de taux d'occupation, avec une moyenne qui se situe à 40%. Ouais. Et dans ce différentiel, il y a toute la difficulté et l'improductivité du système. Donc on lui confie les manettes de cette infernale machine, et en fait, elle voit bien qu'elle ne résoudra pas les problématiques en investissant même des milliards, puisqu'il faudra du temps pour remettre ça à niveau. Et elle entreprend deux choses qui sont très intéressantes. Elle entreprend d'abord de se dire, et là on retrouve la problématique de la gouvernance qu'évoquait Carlos à l'instant, qui est de dire, mais si on redonnait la main aux usagers, de toute façon ils l'apprennent eux-mêmes, donc autant jouer avec eux. Ouais. Et donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a installé des fils Twitter sur chacune des lignes du Transilien, partant du principe que l'usager est le meilleur et le plus rapide observateur de tout ce qui se passe, et qu'il est capable de faire remonter, sans tous les filtres que l'administration s'est mise pour veiller à la sécurité. Donc, on admet que l'usager peut
informer les autres usagers dans une espèce de circulation horizontale de l'information, alors qu'on était toujours dans une circulation descendante et verticale de l'information. Ça, c'est la première révolution. Elle n'est pas encore maîtrisée, mais en tout cas, elle a le mérite d'exister. Et il est en train de se passer quelque chose qui est très, très nouveau, parce qu'à défaut de garantir l'acheminement en temps et en heure d'un individu d'un point A à un point B, au moins, on l'informe qu'il peut éventuellement avoir une autre stratégie. Bon. Deuxième révolution, et là on touche à la révolution du temps. Elle a évidemment raisonné sur comment est-ce que je peux faire descendre cette pointe de 200%. Donc elle a regardé ce qui s'est passé en bout de ligne. Elle a vu qu'en bout de ligne, il y avait une université, un CHU, des entreprises. Donc elle a fait ce que les Italiens ont fait depuis longtemps, c'est-à-dire des tables du temps, Ouais, ou des bureaux du temps, où on va réunir l'ensemble des protagonistes et on va dire, bah, toi, tu vas avancer tes horaires, toi, tu vas reculer tes horaires, et puis on va essayer de dégonfler le dispositif de sorte que tout le monde n'arrive pas à 9h15. En même moment. Voilà. Bon. En même temps, on voit bien que c'est un travail titanesque et que s'il n'est pas accompagné par un mouvement de la société, par une réflexion de la puissance publique plus globale, plus générale, ça va être un travail dantesque. Bon. Mais au moins, ça a le mérite de signaler où les choses se passent. Ça a le mérite aussi de dire que les réponses à la mobilité ne sont pas forcément à l'intérieur des réponses classiques de transport et des infrastructures, et qu'il faut aller les chercher Quand on voit bien ailleurs. qu'on a atteint Et les je vais limites, là. terminer sur un dernier point, parce que Carlos évoquait les espaces de coworking. Il se trouve que nous avons été consultés et nous avons réalisé, et parallèlement à ce que fait la SGP, là encore, bravo la concertation entre les autorités publiques, une étude sur le futur des services en gare de la région Île-de-France. Donc là, le réseau est beaucoup plus large, puisque ce n'est pas le nouveau réseau, mais bien évidemment, tout ça participe d'un même dispositif qui est censé être maillé, et l'un étant forcément la continuité de l'autre. Et on a beaucoup porté notre réflexion sur ces nouveaux lieux. Et il se trouve qu'enchaînant là-dessus, parce qu'il y a possibilité de dire la gare n'est plus simplement un lieu des transports, ni même une plateforme multimodale, parce que je vais avoir de la voiture, du vélo, de l'autocar, etc. Ça devient aussi un lieu de la ville, Ouais. avec la mise en place de toute une série d'aménités, donc pourquoi pas l'hébergement du travail. Et puis, parallèlement, et je terminerai là-dessus, nous avons conduit une étude, nous sommes en train de la terminer, où on a consulté des acteurs publics sur la transformation du travail en cours, avec notamment la cristallisation sur ces nouveaux lieux. Et donc on a posé la question dans une espèce de sémantique très brouillonne qu'il y a aujourd'hui, qui fait voisiner coworking, télécentre, centre d'affaires, incubateur, accélérateur, et j'en passe, Ouais. etc. On ne sait pas très bien où ça se situe, mais on a interrogé donc les acteurs publics là-dessus. Et on a été extrêmement surpris de voir que, ils en avaient une vision de dynamisme économique de ces nouveaux espaces, c'est-à-dire qu'ils font prévaloir la notion d'incubateur, d'accélérateur sur celle du centre d'hébergement, donc du télécentre classique. 2, qu'ils ont une revendication d'ouverture vers toutes les formes de travail, c'est-à-dire les travailleurs indépendants, mais aussi les étudiants, mais aussi les start-up, mais aussi les auto-entrepreneurs, et pas simplement l'hébergement de gens qui, 1 ou 2 jours par semaine, vont délocaliser leur travail, mais qui disent pourquoi est-ce que ce ne serait pas aussi un lieu où on parlerait emploi, c'est-à-dire des gens qui sont en recherche d'emploi pourraient parler avec des gens qui en ont, qui y réfléchissent, qui sont capables de dialoguer, et à défaut d'être le pôle d'emploi de demain, en tout cas, c'est une espèce de médiation tout à fait intéressante. Et ils disent, mais pourquoi ce ne serait pas aussi le lieu qui pourrait accueillir des seniors? Et là, tout d'un coup, on se pose des questions, mais
qu'est-ce que c'est que ce truc attrape-tout, cette espèce d'auberge espagnole? Mais en même temps, ça pose une vraie question. C'est qu'on voit bien qu'un certain nombre de ces villes, et beaucoup de ces villes qui sont en périphérie et qui deviennent des villes dortoirs parce qu'elles se vident des travailleurs pendant la journée, tout d'un coup, elles veulent retrouver de l'attractivité, elles veulent retrouver du dynamisme, et il faut trouver des nouvelles formes urbaines. Et peut-être que dans ces nouveaux tiers-lieux, il y aura ces nouvelles formes urbaines et qui, là, peut-être, auront des dévolutions du temps pour les seniors, d'autres, etc. Et puis des espaces de rencontre de ces différentes populations. C'est un élément Alors, c'est peut-être angélique, mais en tout cas, dans l'enquête que nous avons réalisée, là, nous avons vu une attente formidable et que derrière les infrastructures numériques évidemment nécessaires pour des gens qui vont venir travailler, il y a des aménités urbaines, il faut des consignes, il faut des crèches, il faut des espaces relais, etc. Giuseppe, je vous laisse le mot de la fin avant de vous la laisser en salle. Moi, je voudrais terminer sur une sorte de... Enfin, là aussi, pareil, une question de point de vue. Un autre point de vue, c'est un jeu de la gouvernance, parce que je suis convaincu, je suis tout à fait d'accord, en fait, c'est un nœud absolument crucial, et c'est un sujet... fondamental et très bloquant d'ailleurs, effectivement. Et, par ailleurs, notamment, on parle d'Île-de-France, là spécifiquement. Bon, chacun sait à quel point c'est complexe en fait la gouvernance en mobilité en Île-de-France, au point qu'elle est complètement illisible, devenue illisible par l'usager lui-même. Et moi-même, quand je dois raconter à mes amis à l'étranger cette histoire, c'est impossible à comprendre. Remarquez, l'avantage, c'est que l'usager ne sait pas auprès de qui se plaindre. Oui, bon, après, l'usager, finalement, lui, il a un besoin très simple, il doit aller justement à son taf. Donc, la question là aussi est de savoir aussi qu'est-ce que ça l'intéresse vraiment. Et ça, c'est une autre question. Mais c'est important parce que je vais citer un exemple très concret. Donc, au Danemark, le gouvernement a créé il y a quelques années un consortium qui s'appelle Reiseplanen, avec l'objectif de créer un moteur de recherche d'itinéraire, donc de centrale de mobilité, comme on dit en France, national, dans lesquels en fait tous les modes sont connectés, donc avec la possibilité de faire un recherche d'itinéraire d'un point A à un point B, n'importe où dans le pays et avec n'importe quel mode, que ce soit le train, le métro, les transports urbains, etc. Très bien. Ce service-là, il a eu un succès phénoménal, au point que ça donnait l'idée au gouvernement d'aller plus loin. Et vu que bon, c'est une culture un peu plus pragmatique parfois, c'est un petit pays aussi, évidemment, les choses sont plus simples. Ils ont fait un calcul, ils ont cherché de comprendre combien ça coûtait à la collectivité de maintenir les identités de 8 opérateurs de mobilité en place. Et ils se sont rendus compte, effectivement, que tout ça, c'était aberrant. C'est-à-dire qu'aucun service rendu à l'usager pour un coût phénoménal qui ne servait vraiment à rien. Donc, ils ont allé au bout de l'exercice et ils se sont dit, on va chercher d'écraser tout ça. Et ils ont une idée qui est là vraiment par rapport à l'innovation, c'est un vrai sujet d'innovation. Ils ont repris la marque en fait et le concept de ce moteur de recherche d'itinéraire avec l'idée d'en faire de fait la marque de mobilité du pays et de faire un système de signalétique et de communication multimodale unique partout avec cette signe graphique très simple qui reprend en fait l'objet graphique qui vient du site de ces services de mobilité. Donc là, ce système-là qui s'appelle TUS, c'est en expérimentation sur certaines gares de Copenhague, notamment une gare très importante, une gare multimodale. Et effectivement, avec l'objectif d'être finalement quelque part en fait déployé sur l'ensemble du pays. Alors là, on voit bien effectivement que si on se donne les moyens d'avoir une réflexion radicale en quelque sorte par rapport à ce truc-là, je pense que là effectivement, on peut aller beaucoup plus loin et débloquer énormément de problèmes qui sont liés aussi à la lisibilité de tout ça en fait. Donc ça, c'est un vrai confort en fait, quelque chose qui est vraiment radical et qui permet d'aller plus loin. Et donc, justement, voilà, comment on peut... Enfin, la question de la gouvernance, je répète, nous, on l'observe à tous les niveaux, que ce soit la gouvernance institutionnelle, mais la gouvernance aussi des projets. En fait, comment les projets sont menés et comment sont pilotés. Donc, c'est quelque chose, effectivement, qu'il faut certainement adresser avec urgence. On va essayer d'en convaincre nos élus. La parole est à vous pour une question, une remarque à ce qui vient d'être dit par nos intervenants. Je me chargerai moi-même de vous amener le micro. Ah ben non, il est là-bas, excusez-moi. Il n'y a pas de remarque. Alors, attendez, s'il vous plaît, monsieur Ray, attendez le micro. Voilà.
Oui, bonsoir. C'est une question qui s'adresse en fait aux trois, mais comment est prise en compte les publics différents? Il y a des publics qui sont oubliés en permanence, c'est les enfants, par exemple. Dans l'urbaniste a oublié l'enfant. Et puis maintenant, aujourd'hui, c'est la mode, on découvre qu'il y a des aînés. Ouais. Donc, comment on intègre ça ou comment on ne l'intègre pas? Donc Bruno, j'aimerais bien t'entendre là-dessus, parce que c'est... moi, les enfants, comment on traite les enfants dans la ville? Parce que les enfants, on leur dit qu'il ne faut pas de portable. Hein. Je ne vais pas traiter spécifiquement des enfants, je vais faire un peu référence à ce forum auquel tu as participé, ou auquel Giuseppe était également présent, et qui a réfléchi avec Francisco Arragall à la conception universelle. Et peut-être, et ça rejoint quelques éléments du discours qui s'est tenu à cette table. Finalement, est-ce que c'est pas en réfléchissant à des solutions qui soient universelles, puisque en fait, aujourd'hui, on est dans une approche en réponse à la loi de 2005, qui est plutôt par des démarches spécifiques, répondant à des populations particulières, avec chacun leur handicap, et on va entreprendre de remplir chacune des cases pour chacune des handicaps. Et finalement, cette démarche de conception universelle, qui vise en fait à dire que travailler pour tous et travailler pour l'ensemble des problématiques, inclure d'emblée dans la réponse l'ensemble des problématiques d'accessibilité est sans doute la meilleure façon d'assurer l'inclusivité des réponses. En même temps, une fois qu'on a dit ça, on a énoncé un joli principe, mais on n'a pas résolu véritablement le problème. Maintenant, il faut se demander comment est-ce qu'on fait à la fois dans des conceptions neuves et à la fois dans du rattrapage dans des conceptions anciennes, comment on fait, et c'est tous les éléments du discours qui ont émaillé nos échanges, comment va-t-on marier intelligemment les apports du numérique, la capacité des individus d'être agiles, et une capacité qui se renforce tous les jours parce que la maîtrise des usages du numérique ne fait que s'accroître et nous laisse assez étonnés dans notre capacité à jouer de toutes ces ressources. Donc comment va-t-on faire que à cette envie des individus de rentrer dans une adaptation permanente, comment est-ce que la ville va se révéler également adaptative? C'est toute la question et je n'ai pas vraiment de réponse à cet égard. Giuseppe, vous y croyez à ce concept justement de conception universelle, design universel pour résoudre... Ah bah oui, enfin j'y crois, certainement j'y crois, dans le sens où de toute façon ça existe. C'est vraiment, moi j'ai fait récemment un voyage d'études au Japon. C'est un pays qui est particulièrement sensible à ces questions parce que l'enjeu du vieillissement de la population au Japon, il est absolument effarant. Mais aussi c'est intéressant dans l'autre sens par rapport à la problématique des enfants qu'Albert citait. Parce que par exemple à Tokyo, on voit des enfants d'école primaire qui vont seuls à l'école dans le métro, en fait, dans la rue. Ouais. Et ça fait partie de la culture. En fait, les enfants sont autonomisés très vite, très tôt. L'apprentissage des codes de la signalétique et de la cartographie transport font partie des programmes d'enseignement, comme chez nous la sécurité routière par exemple. Et effectivement, on voit des enfants de CP dans le métro tout seul. Donc, et ça, parce que justement, comme Carlos le disait, effectivement, à un moment donné, on met en place un cercle vertueux qui fait que ces espaces de transport, les moyens de transport sont perçus comme étant sûrs. Les civilités sont parfaitement intégrées et voilà, les lieux sont propres et tout ça, c'est extrêmement normal. Et donc, du coup, il n'y a pas de surprise en fait après ça. Et ça effectivement c'est parce que voilà la question je conclurai juste sur une petite anecdote un peu marrant. J'ai visité l'aéroport d'Haneda, qui est le deuxième aéroport de Tokyo, dans lequel l'entreprise, parce que c'est un aéroport privé, géré un PPP, a voulu en faire une sorte de laboratoire effectivement de Universal Design, de conception universelle.
Et ils ont poussé l'exercice tellement loin qu'ils ont conçu et réalisé des toilettes pour chiens guides aveugles dans l'aéroport. Alors ça, c'est extraordinaire, c'est un cas unique au monde. C'est-à-dire, et on était très interpellés, c'est très curieux de comprendre, mais comment vous en êtes arrivé là? En fait, il dit, écoutez, nous, on a suivi les protocoles. En fait, Universal Design, c'est un process, une méthode, c'est codifié dans des normes, dans des process, dans lesquels, effectivement, on interroge des populations particulières, on identifie des besoins. Ils ont identifié ce besoin-là, et ils l'ont fait. Depuis 5 ans que le rapport existe, ce cas de figure ne s'est jamais produit. Mais il existe. Ouais. Voilà, cet espace existe, il est à côté d'une conciergerie dédiée au PMR qui est ouverte 24 heures sur 24 pendant tout le temps d'ouverture de l'aéroport, bien entendu. Et donc voilà, il existe. Donc ils ont poussé l'exercice tellement loin d'en faire un lieu qui est absolument, idéalement parfait de ce point de vue-là. Carlos, Juste allez-y Bruno. Juste une petite parenthèse qui vient illustrer le propos de la conception universelle. Et on est toujours au Japon. Et là, on est dans les trains. Et dans les trains, ils ont imaginé, c'est Ragal qui racontait cette anecdote lors du forum, ils ont imaginé des espaces allongés pour les bébés. Mais la conception universelle, c'est que cet espace allongé devient aussi un espace de sieste pour n'importe qui. Oui, c'est vrai que nous, c'est vite bloquant. Allez, Carlos, on termine avec vous sur cette problématique. Comment vous appréhendez la problématique de conception universelle pour répondre justement aux exigences, aux besoins d'enfants, de personnes âgées, effectivement, dont Albert disait qu'on était en train de découvrir qu'ils existaient? Oui, non, je pense que c'est une vraie problématique qui s'adresse à des segments de nature complètement différentes dans les lieux. Je pense que là, on touche, on va dire, ces 5 variantes dont on parlait tout à l'heure, mais qui obéissent à des réponses différentes. Là, je connais un programme aux États-Unis qui s'appelle les Smart Kids, qui justement a le but de socialiser les jeunes très vite, mais qui est complètement traversé par les inégalités socio-économiques. C'est-à-dire que les Smart Kids, il est privé, donc les enfants qui ont certains moyens, ils s'apprendront très vite à se débrouiller. Des enfants qui, eux, n'ont pas les moyens, etc., il va falloir qu'ils se débrouillent. Et donc, ça crée ces difficultés d'accessibilité. Et j'ai réfléchissé quand il y avait l'anecdote qui était racontée au Japon, quand on prend la ligne 1 à Pékin, qui est des lignes comme la ligne ici à Paris, est-ouest. Donc c'est une ligne dans laquelle il y a toujours beaucoup de monde. Ils sont démarré un programme pour... Carlos, il n'entend pas très bien, ouais. monsieur, là-bas. Ils ont démarré un programme. Parfait, merci. Ils ont démarré un programme pour l'anxiété des personnes âgées à l'intérieur de la ligne 1, parce que c'est une ligne qui est un peu... voilà. Et donc, ils ont installé des télés à l'intérieur de la ligne 1, vous les voyez, c'est la ligne qui passe par Tiananmen et tout ça. Ils ont installé des télés qui diffusent en permanence donc des consignes de sécurité en cas d'urgence, s'il y a un problème, si la grippe aviaire arrive, parce qu'il y a en permanence... voilà. Et donc, en fait, on est habitués, nous, à Paris, à voir des télés à l'extérieur, au niveau du quai, qui nous balancent les news ou la météo ou les matchs de foot. Là, c'est à l'intérieur du wagon. Voilà. Et donc, effectivement, les personnes les plus âgées, elles sont en position d'écoute de ça. Et ce qui est marrant, c'est que les personnes les plus jeunes, donc les plus geeks, donc parce qu'il y a une population geek importante en Chine, avec un réseau social WeChat qui s'utilise, sont habitués aux nouvelles technologies. C'est le seul endroit au monde, à ma connaissance, où, comme il y a des zones, des tunnels importantes, c'est les moments les plus anxiogènes du transport. Quand on traverse le tunnel, parce que tout est noir, il n'y a que la lumière des wagons, et c'est là. Et donc, ils sont installés, les autorités chinoises du transport à Pékin, et ce qu'ils appellent donc des marketing stroboscopiques. Donc, en fait, vous êtes dans une position que vous voulez, un peu coincé comme ça, vous êtes dans les tunnels, et toute la partie noire, donc les vitres, devient des écrans, des projections. D'accord. Voilà. Bon, sauf que là, c'est maintenant à la mode chinoise, donc vous avez droit à toutes les pubs sur la vodka, sur ceci et là, mais en temps réel, parfois en 2D ou en 2D+. Et il faut dire que là, j'étais un peu soufflé quand même. Donc, et c'est intéressant parce que vous regardez 3 catégories de population. Donc le vieux, le plus âgé, etc., qui regarde voilà, la grippe aviaire, les masques, comment on les met, comment on l'enlève, les consignes de sécurité. C'est un programme au moment. Les geeks qui sont avec le WeChat, etc. Et la population un peu intermédiaire, je dirais, ménagère de moins 50 ans, voilà, qui s'est fait assommer avec la pub stroboscopique qui lui arrive. Et j'ai trouvé que ça fait partie de ces espèces de segmentation. En sachant que quand on sort du métro et quand on marche, là maintenant, effectivement, vous avez droit à toutes les poupes du monde, à tous les battements que vous voulez, etc. Mais ça,
Il n'y a pas qu'à Pékin. Il n'y a pas qu'à Pékin, effectivement. Je crois qu'on peut remercier nos intervenants pour le tour du monde qu'ils nous ont offert, tour du monde des agilités. Et je vous invite, c'est facile, à chacun à une grosse littérature sur Internet sur ce qu'on vient de s'expliquer. Moi, je l'ai lu avec avidité depuis qu'on s'intéresse au sujet, donc je vous encourage à faire de même. Merci à tous.